accepté nos invitations pour débattre bien sûr de l'actualité socio-politique. Fimé Teko Agbo, cette semaine où depuis un certain moment on assiste à la grogne sociale au pays, le secteur social, notamment santé, éducation, est en ébullition. Et cette semaine, les syndicats ou disons le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo réclament donc la démission du ministre de la Santé, M. Miji Ouaya. J'ai lu et puis tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, mais il y en a après qu'il y a eu un accord signé entre le gouvernement et le secteur de la santé. Mais moi je pense que quand vous êtes ministre pendant des mois, pendant des années, et que vous n'arrivez pas à gérer votre secteur, et qu'il y a des grèves à répétition, je pense, et quand vos collaborateurs demandent votre tête, je pense que même si, avant que les collaborateurs ne demandent votre tête, la meilleure des choses à faire, ou le meilleur choix à faire, c'est que vous-même vous rendiez le tablier. Nous avons demandé ici, sur cette antenne, que tout le gouvernement démissionne. Et que même s'il va falloir, avant le gouvernement, on peut reconduire certains ministres, mais ce gouvernement a montré toutes ses limites vis-à-vis de la résolution de cette crise sociale qui se vit dans ce pays depuis des années, depuis ces derniers mois. On a demandé la tête du ministre, on ne l'a pas obtenu. Je pense qu'il y a un problème de dialogue. Les gouvernants n'arrivent pas à rassurer leurs collaborateurs. On aurait peut-être un nouveau ministre, il ouvrirait peut-être des discussions. Et ça sera en quelque sorte un nouvel espoir. Il va ouvrir des discussions, il va rassurer les gens. Le problème qui se pose et que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de traverser une crise d'une violence inouïe. C'est-à-dire au Brésil, que ce soit au Brésil, en France, il y a des grèves un peu partout. On doit le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie, les gouvernants, les ministres appellent les collaborateurs, discutent, les partenaires sociaux, on discute avec eux, on les rassure, on leur dit que les caisses sont vides. Mais sur un certain nombre d'années, donnez-nous le bénéfice de doute. Permettez-nous de vous aider à résoudre cette crise-là. Il y a un souci de liquidité. C'est comme ça que ça doit se faire. On appelle les gens, on les rassure, on les dit, bon, c'est quelle revendication vous avez? Peut-être, il y a certaines revendications que nous pourrons satisfaire, mais les autres, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être le budget de cette année est déjà bouclé, donc le budget à venir, on va en tenir compte. Je pense que c'est comme ça se fait. Mais si vous ne faites rien, vous laissez des gens, ils viennent demander la démission, vous ne faites rien, c'est comme vous manquez d'égard à ceux-là que vous dirigez. Et ce n'est pas bien pour un État. Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont subi les affres de la guerre. Et le nouveau gouvernement qui était arrivé à l'époque, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le nouveau gouvernement a fait appel à tous les syndicats du pays. Il a conclu un accord extraordinaire avec les syndicats. Et il leur a dit, vous nous donnez 50 ans. Pendant les 50 années à venir, il n'y aura plus de grève. On n'entendra plus parler de cessation de travail. Il n'y aura plus de grève sur ce territoire allemand. Vous donnez 50 ans. 50 ans, on prend 50 ans pour construire ce pays. Et les syndicats ont accepté. Et on leur a dit, mais il a donné qu'il y ait des problèmes, donc vous nous le signalez. Mais il ne faut pas qu'il y ait des parce qu'on a besoin que l'économie tourne pour construire l'Allemagne. Et pendant 50 ans, les Allemands ont construit le pays. Ils ont construit le pays et l'Allemagne est devenue la première puissance économique. Vous allez voir, c'est seulement en France qu'on a souvent ces histoires de grève. En Allemagne, les grèves sont rarissimes. C'est peut-être l'année passée qu'il y a eu un peu de grève. Et vous savez, quand on a interrogé les Allemands, ils ont dit non, ils n'ont pas manifesté parce que les salaires étaient bas. Non, c'est parce qu'ils voudraient qu'on augmente encore un peu plus le salaire et qu'il y ait plus de consommation et que les budgets allemands soient toujours excédentaires. Parce que vous n'ignorez pas que le budget de la France depuis 1938 est toujours déficitaire, alors que le budget allemand depuis des dizaines d'années est toujours excédentaire. Les Allemands ont une pratique par rapport aux entreprises, par rapport aux partenaires sociaux. Mais il va falloir que le gouvernement s'inspire de certains modèles pour pouvoir établir ou adopter certaines politiques, que le gouvernement appelle les syndicats, les rassure, leur dise la vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de liquidité.
Il n'y a pas de liquidité. Donc, dans les conditions actuelles, il serait difficile. Il serait difficile. Vous savez, il y a des pays même qui n'arrivent pas à payer leurs fonctionnaires. Dans ce moment, le problème, c'est une question de liquidité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il n'y a pas d'argent, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est une crise qui frappe pratiquement presque tous les pays. Presque tous les pays. Donc, le problème, comment on peut résoudre cette crise? C'est la manière de communiquer. Le gouvernement ne communique pas. Oui, et quoi bon, ouais, vous le dites bien, au Bénin, on a vu le président Talon rencontrer les centrales syndicales, échanger avec eux, même s'il y a certains ratés. Ici au Togo, on a l'impression qu'on n'a pas le discours de crise. Oui, on n'a pas le discours de crise. C'est-à-dire, sur le plan politique, vous imaginez, sur le plan politique, le gouvernement est très sérieux. Mais sur le plan social, le gouvernement est négligent. Ah bon? Sur le plan politique, le gouvernement est très sérieux. Et vous voyez, ils ont maîtrisé leurs opposants. Vous avez vu, ils ont réussi. Ils ont réussi à maîtriser leurs opposants. Mais sur le plan social, le gouvernement est négligent. Le gouvernement n'arrive pas à communiquer. Dans quel pays? On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à ouvrir des discussions sérieuses. Le président de la République même peut parler. Quand ça ne va pas en France, le président Macron parle. Quand ça n'allait pas au temps de Hollande a parlé. Avec les partenaires sociaux. Ici, le président de la République peut ouvrir un sommet national, un sommet extraordinaire. Pour dire, moi-même, je vais rencontrer les partenaires sociaux, les syndicats. Je vais leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Mes chers amis, il n'y a pas d'argent. Ces secteurs en crise. Les secteurs sont en crise. On n'a pas d'argent. Il y a un problème de liquidité. Bon, peut-être vous demandez ceci, peut-être on va vous accorder 3 points. À l'avenir, on va tenir compte de vos revendications. Et là, vous allez toucher le cœur de ces gens-là et vous allez les appeler à plus de responsabilité. Ici, le gouvernement a un problème depuis des années. Le gouvernement n'arrive pas à communiquer. On a des ministres qui n'arrivent pas à communiquer. Des ministres qui n'ont pas de discours politique. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Des ministres qui affichent toute leur incompétence en ce qui concerne les discours politiques. Ça ne peut pas marcher. Si le gouvernement continue comme ça, le pays va s'embraser un jour. Si le gouvernement continue, ça veut dire que tous les secteurs seront atteints. Mais ce n'est pas de la prophétie, mais c'est comme ça, c'est quelque chose de scientifique. Si le gouvernement n'arrive pas à revoir sa manière de communiquer dans ce pays, si le gouvernement n'arrive pas à rassurer, s'il n'y a pas de discours politique, le pays, tous les secteurs seront atteints. Ça, soyez rassurés par rapport à ça. Donc, le problème aujourd'hui, le président de la République doit savoir que son pays a une crise sociale profonde et que les secteurs ont des problèmes. On sait que les pays africains traversent, tous les pays du monde, le Brésil, traversent des situations difficiles. Mais ce qu'il faut faire, il faut appeler les gens, il faut ouvrir des dialogues sociaux, il faut rencontrer les partenaires sociaux, les rassurer, leur dire qu'il y a un problème. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, l'autre chose, c'est que les syndicats, les responsables syndicaux doivent afficher aussi leurs responsabilités. Leur responsabilité. Leur responsabilité. C'est-à-dire, bien sûr, parce que, vous le savez très bien, que les impacts négatifs notés au cours de ces grèves, de ces mouvements d'humeur sont importants. Sont importants. Surtout au sein de la population. Je suivais, par exemple, en France, on dit, bon, la SNCF, la Société nationale du chemin de fer en France, et en grève, on dit, par exemple, il y a un service minimum. Il y a sur 8 trains, il y a seulement un train qui va fonctionner. Il y a un service minimum. Mais les responsables... Ici, cette semaine, il n'y a pas eu de service minimum. Mais non, on balaye même de demain le service minimum. Ça veut dire que la crise a pris une nouvelle... La crise a pris une nouvelle... C'est là où je parle de responsabilité. Vous savez, je ne vais pas vous étonner, mais cette crise-là, ça ne fait pas de mal au pouvoir. Ah bon? Oui. La crise sociale, là. Mais quand on dit grève dans le secteur de la santé, mais vous croyez que ça touche Fonia Singbe? Non. Ça touche les ministres? Non. Quand les enfants sont souffrants, sont malades, ils vont à l'extérieur. Ils vont dans des cliniques privées. Donc quand il y a crise et qu'on ne soigne pas les malades, c'est la population qui souffre. C'est la population de Baie. C'est la population de Baie, c'est la population d'Agoué, c'est la population de Pia, c'est la population de Kanté, c'est la population de Sokodé qui souffre. Donc si les gens croient qu'ils font du mal à ces gouvernants, non, ils se trompent. Donc vous devez d'abord penser à ces populations, puisque vous avez prêté un serment, vous devez penser à ces populations-là d'abord. Quand vous pensez à ces populations, vous saurez quel comportement tenir vis-à-vis de vos revendications. Parce que la crise, on a appris que ça a été tout un désastre dans le secteur de la santé. Quand les gens sont malades, il n'y a même pas de service minimum. Les gens vont mourir pour rien.
Vous allez croire que... Et puis quand on va dénombrer ce nombre de morts, tout ça là, vous croyez que quoi? Ça va toucher pas. Vous croyez que ce sont les ministres? C'est la population de Bel. C'est les gens qui souffrent. Donc, nous en appelons à la responsabilité des gouvernants et à la responsabilité de ces syndicats-là. Eh bien, Firmin Teko Agbo, le savait très bien, un atelier de réflexion et d'échange avec les centrales syndicales a eu lieu mercredi dernier avec la société, le collectif des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale qui veut contribuer à développer des comportements citoyens fondés sur les principes du vivre ensemble, fondement de la paix durable au Togo. La stratégie adoptée pour rendre opérationnelle est la mise sur pied du mouvement Dounoram. Mercredi, cet atelier a été animé donc avec les centrales syndicales pour parler bien sûr de ces mouvements de grève. L'atelier avait pour objectif d'informer les centrales syndicales sur le principe de Dounoram, échanger sur les liens entre la jouissance du droit constitutionnel de revendication et les impacts économiques, échanger sur les avantages et inconvénients des différents modèles de revendication, approfondir la réflexion sur les impacts économiques des modèles de revendication en vigueur au Togo, établir une feuille de route pour amener toutes les centrales syndicales à une approche inclusive des revendications avec faible impact économique. Ce que moi je constate, c'est que tout le monde veut être syndiqué, c'est comme ça on dit. Si on veut être syndiqué, tout le monde veut faire partie, ou veut faire du syndicalisme parce que il en a envie. C'est parce que quand même les conditions de travail oui, il y a tout ça. Parce ne que sont vous pas savez, du tout confortables. Oui. On sait que les conditions ne sont pas du tout confortables. Il y a une manière pour revendiquer. Vous savez, pour faire partie d'une association, c'est une question de conviction. Et quand les revendications font beaucoup plus mal aux populations... Quand ça fait mal, quand vous êtes là, simple citoyen, et que vous avez la conviction de défendre les autres, là, vous pouvez faire partie d'un syndicat. Et maintenant, quand vous faites partie d'un syndicat, du moment où vous avez une conviction, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de chercher à vous former. Au Japon, par exemple, Firmin Teko Agbo, pour des mouvements de grève dans les entreprises, c'est un bandeau rouge qu'on met au bras ou peut-être autour de la tête. Et c'est ce que même... Moi, c'est ce que je dis. Il y a un problème. C'est qu'on n'arrive pas à être bien formé et on confond tout et on politise tout. Moindre chose, on dit c'est le procès Faure Gnassingbé. Moindre chose, on dit que c'est le gouvernement. Moindre chose, on dit non, le régime d'apartheid. Le chef de l'État, quand même. Non. Nous avons pu critiquer le chef de l'État. Même ce qui concerne le pouvoir, on peut critiquer le gouvernement. On peut même demander la démission du gouvernement. C'est normal. Mais ce qui concerne le pouvoir, c'est autre chose. Il ne faut pas faire la main d'armes. Il ne faut pas confondre les choses. Donc nous avons des syndicats qui ne sont plus syndicats, mais qui sont plutôt des activistes politiques. Parce qu'on ne leur donne pas la formation dont ils ont nécessairement besoin. Eh bien, Firmin Teko Agbo, parlons du Front citoyen Togo debout. Un communiqué paru ce matin, qui nous a parvenu ce matin. Le communiqué dit, communiqué pour le meeting du samedi 7 avril 2018, chers concitoyens, l'appartenance citoyenne se construit par des symboles, mais aussi par le partage d'une histoire et de lutte commune. Le peuple togolais est en train de vivre un de ces moments historiques et de construction d'une identité à travers notre combat pour la liberté. Le Front citoyen Togo debout vous invite alors, vous, hommes et femmes, jeunes et enfants, de toutes les ethnies et de toutes les religions du Togo, à un grand meeting d'information et de veille citoyenne. Ce sera donc le samedi 7 avril 2018 à 14h à Tokoin, Casablanca, en face du collège du Grand Plateau. Citoyens togolais, notre avenir dépend de nous et de notre détermination. La volonté d'un peuple est invincible. Togo debout, luttons sans défendre. Firmin Teko Agbo, depuis un certain moment, des critiques portées à l'égard de ce mouvement citoyen, estime qu'on a l'impression que ce mouvement qui se réclame de la société civile va beaucoup plus sur des terrains politiques. Non, Togo debout, c'est une bande d'activistes politiques. Ah bon? Écoutez, Togo debout, c'est une bande d'activistes politiques. Ce n'est pas des responsables de la société civile. Moi, c'est des activistes politiques. Moi, j'ai suivi, quand vous receviez un responsable ici, Maître Fandi Adjaré, qui s'exprimait. Mais on a l'impression qu'il avait quelque chose contre Faure Gnassingbé. On a l'impression qu'il avait quelque chose contre le gouvernement. C'est un activiste politique, ce n'est pas un membre de la société civile. C'est un mouvement qui demande qu'il y ait de l'alternance au Togo. Écoutez, monsieur,
Monsieur, soyons sérieux. Vous savez, la société civile, c'est quoi? Son rôle, c'est de défendre l'intérêt général. On n'interdit pas à la société civile de faire de la politique. La société civile peut faire de la politique. Elle se prononce sur des questions politiques. Puisque toutes ces revendications, ça s'inspire de la politique. Vous savez, ce qu'on reproche à la société civile, c'est d'être clivé. Vous sentez, vous la voyez, soit elle défend l'opposition, soit elle défend le pouvoir. Est-ce que ça peut se faire autrement? Ça peut se faire autrement. Quand vous êtes organisation de la société civile, qu'est-ce que vous faites? Vous défendez l'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous relevez les incohérences, les manquements au niveau du pouvoir. C'est comme ça que ça se fait. Quand vous voyez leurs revendications, souvent les communiqués que la société civile prend, c'est quoi? Vous dites, il y a ceci, vous faites le constat du terrain, et après vous dites, la société civile ou l'organisation recommande. Donc l'organisation ne veut pas dire recommande, elle ne veut pas dire demande la démission du chef de l'État ou interdit au chef d'État de se représenter. Mais c'est quel pays? C'est une société civile politique, c'est une société civile activiste politique. Togo Debout, c'est une bande d'activistes politiques. Ce ne sont pas des responsables de la société civile. C'est une bande d'activistes politiques. Moi, j'ai été fort étonné quand j'ai vu mettre le professeur Dossé marcher dans la rue demandant la démission de Fonia Singbe. Au départ, il avait des propos sérieux, des propos... Vous l'estimez beaucoup. Oui, moi je l'estimais, qui suscitait une certaine admiration. Mais il est devenu un activiste politique. Et il confond tout avec sa bande, il confond tout. Mais j'ai été, ces derniers mois, ces derniers moments, ces dernières semaines, on ne le voit plus. Moi j'aurais même appris que ces enfants maintenant sont au Bénin. Et oui, ces enfants sont maintenant à l'université d'Abou-Mekanaï. Vous savez, avant de critiquer ce régime, avant de faire face à ce régime, faites un effort pour être bien. Pour être clean. Pour être clean. Sinon, quand vous embêtez pour le régime, et le régime sait que vous n'êtes pas clean, il va juste vous caresser un peu les couilles. En sortant des casseroles. Oui, on vous caresse un peu les couilles et vous allez vous Que vous traînez peut-être. Que vous traînez. Le professeur de ça, il a été virulent. Est-ce que vous le voyez encore parler ces derniers moments? Ce régime est extraordinaire. Il a été intimidé, moi je ne sais pas, mais vous, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez aujourd'hui, le professeur David Dossé? Se reprocherait-il de telles choses? Il doit se reprocher des choses. Il doit se reprocher des choses. Vous savez, ceux-là qui critiquent le régime, et je le dis l'habitude de dire que c'est Fonia Singbe même, quand on dit qu'il protège une minorité, qu'il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays, mais Fonia Singbe, il ne protège pas seulement la minorité qui est au niveau du pouvoir, il protège la minorité qui est aussi de l'opposition. Il protège beaucoup plus ceux-là qui le combattent. Que les Togolais, les gens qui marchent dans les rues, le sachent très bien. Fonia Singbe protège beaucoup plus ceux qui le combattent. C'est-à-dire quand vous suivez ceux-là qui se disent opposants, vous les suivez, vous marchez dans la rue, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Quand on dit société civile, quand on dit Togo Debout, aujourd'hui, Togo Debout, c'est une bande d'activistes politiques. Ce n'est pas de la société civile crédible. Philippe Ekoagbo, revenons quand même aux réclamations, aux demandes du Front citoyen Togo Debout, qui continue toujours par réclamer le retour à la Constitution de 1992. Dans son mémorandum, Togo Debout parlait donc de la mise en place d'un gouvernement de transition. Togo Debout est intraitable sur la question de la candidature de Fonia Singbe en 2020. Comment vous analysez toutes ces réclamations? Oui, est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle de demander... Vous l'avez dit tout à l'heure que la société civile peut se prononcer sur des questions politiques. Oui, la société civile fait des analyses. Est-ce que bon, depuis que moi je suis ici, je viens, est-ce que je dis aux gens, est-ce que j'ai une fois dit que Fonia Singbe ne doit pas se représenter en 2020? J'ai dit ça une fois. Quand vous suivez Maître Degley, son association c'est Bâti le Togo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit juridiquement, il fait le constat. Le constat général. Le constat général, il dit juridiquement. Mais lui, son avis politiquement, ça veut dire il sort du cadre légal. Il dit non politiquement. Il a déjà fait 2 mandats, 3 mandats. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut encore prouver au Togolais? Ça c'est comme ça, on doit se discuter. Mais ici, on vient, on se braque sur la personne, et puis on vient. Ici, je pense qu'il faut de la formation. Vous savez, quand je vois les gens de la diaspora, Togo Debout, diaspora, je me demande ce que nous avons au Togo et où est-ce que nous voulons aller. Quand on parle de la diaspora même, regardez,
Vous savez, moi je suis de ceux-là, je n'en parle pas, je suis de ceux-là qui ont eu beaucoup à travailler avec la diaspora. Parce que moi j'ai représenté plusieurs organes ici depuis 2009. Moi j'ai représenté plusieurs organes de presse. Il y avait Africa U aux États-Unis, il y avait Togozine aux États-Unis, il y avait Radio Dénigo aux États-Unis. J'ai travaillé avec plusieurs Togolais, Allemagne, France, Hollande, Belgique. Je connais un peu les Togolais qui sont dans la diaspora. Vous savez, que les gens ne viennent pas nous donner des leçons ici, que les gens ne disent pas qu'ils sont clean. Les Togolais, la plupart des Togolais qui sont dans la diaspora sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Vous imaginez que quand l'Allemagne veut prendre aujourd'hui une décision ou pour accorder une faveur, un projet en faveur du Togo, il y a des Togolais qui écrivent à la chancellerie allemande pour dire que ce projet-là ne doit pas aller au Togo. Quand vous les interrogez, ils disent le faire au nom de la mauvaise gouvernance qui est au Togo. Maintenant, écoutez, quand ce projet-là vient au Togo, est-ce que les Togolais n'en bénéficient pas? Même si peut-être, on dit peut-être c'est 100 Togolais qui vont en bénéficier, peut-être au moins 4 ou 40 Togolais en bénéficient, vrai ou faux. Quand vous faites ça, hein, les Blancs vous regardent, les Blancs vous disent, vous savez, il y a quelque chose qui est cher aux Blancs, aux Occidentaux, le patriotisme. La patrie. La patrie. Les gens se disent, les Blancs disent que non, vous n'êtes pas sérieux, que vous n'avez pas votre patrie, donc on ne peut rien faire de sérieux avec vous. Les Togolais qui sont dans la diaspora, il y a des Togolais qui ont dit, il faut qu'on casse tout le Togo. Mais quand les Blancs lisent ça, ils se disent, mais les gens, ils ont quoi? Il y a des Togolais qui sont allés dire à l'Union européenne couper la coopération en 1992. Et ça a été fait. Et ça a été fait. Vous savez, les Blancs ont appris quelque chose dans la Bible. Donner. Le verbe donner. Les Blancs ont appris quelque chose dans la Bible chez Dieu. Donner. C'est pour ça que la plupart des pays, ils envoient de l'argent en Afrique. Parce que des dons, quand vous envoyez des dons, ça vous revient automatiquement. C'est une loi spirituelle. Donc quand vous venez leur dire, ne faites pas ceci. Même au bas, on dit qu'ils pillent le pays. Oui, et écoutez, quand vous venez chez eux, et vous dites, n'envoyez plus, coupez cette coopération, les Blancs vous disent que vous n'êtes pas sérieux. Ils vous disent simplement que vous n'êtes pas sérieux. C'est pour cela que ces Blancs n'ont jamais eu confiance dans cette opposition togolaise. Les Occidentaux n'ont jamais eu confiance en cette opposition togolaise parce qu'ils ne trouvent pas ces opposants sérieux. Parce que quand vous aimez votre pays, vous défendez votre pays. Est-ce que vous avez vu déjà un Français ici au Togo ou un Américain mal parler de son pays à l'extérieur? Mais au Togo, c'est-à-dire c'est notre pain quotidien. Et chaque fois, on détruit notre pays, on détruit l'image de notre pays. Mais on dit qu'on veut conduire, qu'on veut diriger ce pays-là à l'avenir. Mais ce n'est pas sérieux. Il y a un problème au Togo. Les Togolais, moi j'ai remarqué ça, il y a des opposants aujourd'hui qui n'aiment pas fondamentalement le pays. Il y a des opposants, il y a des Togolais de la diaspora, de Togo debout, qui sont à l'extérieur, qui n'aiment pas fondamentalement sur leur pays. Parce que quand vous aimez votre pays, vous cherchez du bien pour votre pays. Mais quand vous aimez votre pays, vous cherchez à ce qu'il y ait la paix dans votre pays. Quand vous aimez votre pays, vous cherchez à ce que la politique se fasse dans les normes. Quand vous aimez votre pays, vous ne ferez jamais pour que votre pays soit détruit. Les Togolais disent qu'il faut qu'on détruise le pays. Je pense que c'est ici qu'on peut le dire. Le jour où vous le direz en France, on comprend. Eh bien, Firmin Tekoago, selon leur point de vue, la paix, la prospérité, tout ce qui va concourir ou tout ce qui peut arriver de bien au Togo passera par l'alternance. Et cette alternance, la C14 en parle abondamment, Togo debout également. La C14 veut encore manifester. La C14 appelle donc à de nouvelles manifestations. On parle également du retour à la Constitution de 1992, version originelle. On parle du vote de la diaspora. Toutes les revendications qui ont été mises sur le tapis au départ sont revenus. On a l'impression de revenir au point zéro. Non, la C14, c'est qu'elle est finie. Ah bon? Oui, elle est finie. Vous savez, dans un groupe où il y a une fissure. Non, il y a maintenant deux groupes de C14. Il y a un groupe qui soutient Tipi, Atchadam, il y a un groupe qui soutient Fabre, j'allais dire Fabre Yassimbe. Excusez-moi. Il y a un groupe qui soutient Jean-Pierre Fabre, un groupe qui soutient Tipi Atchadam. Peut-être c'est la conférence de presse qu'on attend de la façon la plus emblématique qu'un parti se lève et dise on sort de la C14. Non, Madame Adjamagbo, Brigitte Johnson, il a dit quand même que ceux qui voient de loin ou voient de près la fin de la coalition, ils ne le verront pas. Non, c'est une dame, mais je sais qu'elle souffre là-bas au sein de cette coalition. Madame Adjamagbo, vous savez, je connais bien Madame Adjamagbo, c'est quelqu'un de très méthodique, c'est quelqu'un d'intelligent. Elle est très méthodique dans ses démarches.
Au départ, elle a voulu travailler pour avoir peut-être le siège à l'Assemblée nationale et avoir une certaine popularité parce que son parti était perdu en quelque sorte. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que Jean-Pierre Fabre n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. Elle se rend compte que l'Éric Dupuis, là, avec l'Éric Dupuis, on ne peut rien faire de sérieux. Mais c'est comme c'est une Agnès tellement difficile, une Agnès contre nature. Madame Adjamabou sait que là où ils vont, là, ils n'obtiendront rien comme résultat. Parce que Madame Adjamabou, entre Madame Adjamabou et Jean-Pierre Fabre, c'est le jour et la nuit. Madame Adjamabou, c'est quelqu'un de cohérent. Jean-Pierre Fabre, mais c'est quelqu'un qui est là, qui dit non à tout, qui s'agite pour rien. Vous savez, le problème dans cette coalition-là, c'est deux personnes. C'est deux personnes, c'est Éric Dupuis et Jean-Pierre Fabre. Et avec eux, vous ne pourrez rien faire de sérieux. Et Mme Adjamabou s'en aperçoit également. Il y a certains aujourd'hui qui sont fatigués de ces deux-là. Mais aujourd'hui, je pense que dans la coalition, il y a encore un groupe. Il y a un groupe qui soutient peut-être les Togo autrement, les Koudemabia qui soutiennent un petit peu Tchadam. Et on qui soutient Tchadam. Parce qu'on voit Tchadam, c'est donc quelqu'un de plus sérieux. Et Jean-Pierre avec Jean-Pierre Fabre, vous ne savez pas là où vous allez. Mais Fimette Kouabo, ça c'est vos enquêtes qui peut-être vous font faire cette analyse. Mais Fimette Kouabo, quand on voit le groupe des 14, la C14, on les voit quand même sortir les communiqués, les signer ensemble, on les voit au niveau des conférences ou des rencontres avec la presse, on les voit quand même ensemble. C'est une union de façade. C'est pour sauver les mêmes, comme on le dit. Et même pour parler de modifications sur 5 articles ou 5 points, ils ont été ensemble pour donc le signifier au peuple. Et vous êtes sûr qu'ils ont été ensemble? Mais vous avez suivi quand même la conférence de presse. Écoutez, vous êtes sûr qu'ils ont été ensemble? Même pour modifier, pour laisser cette histoire de retour à la version originale de la C92, il y avait des présidents de parti qui n'étaient pas au courant. Ah bon? Il y avait des présidents de parti qui n'étaient pas au courant. Vous savez, cette coalition-là, elle résiste tout. Elle est en train de résister. Mais c'est qu'elle n'ira pas loin. Mais il y a des gens qui disent, mais qui savent que cette coalition n'ira pas loin. C'est-à-dire, c'est ce qui me fait de la peine. Moi, c'est la population. Vous savez, je fais tout ça là. Parce que je ne voudrais plus qu'on tue des gens. Je ne voudrais plus qu'on blesse des gens. Je ne voudrais plus qu'on emprisonne des gens pour rien dans ce pays. C'est pour ça. Pour rien. Pourquoi? On va tuer des gens pourquoi? On va tuer des gens pourquoi? Quand des gens même pas même répondra que toute lutte est sommée de sacrifices. Le sommet de sacrifices, on n'en a pas besoin, cette histoire-là. Si les gens veulent que le sang soit versé, pour qu'eux ils veulent le fauteuil présidentiel, ils se trompent. Donc ils aient fait leur sacrifier, que les Togolais même versent leur sang avant qu'eux n'aient le fauteuil présidentiel, ils se trompent. Nous n'allons pas accepter ça. Moi, je vais toujours critiquer ça. Parce que des gens sont morts dans ce pays. Rien ne s'est passé. Il y a des Togolais qui sont morts l'année passée. Le régime est toujours là. Alors, on va toujours appeler ceux qui nous écoutent actuellement à marcher. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Quand on parle même de la diaspora, vous savez, je vous dis, avant de combattre ce régime, il faut être clair. Il y a des Togolais aujourd'hui qui sont dans la diaspora, qui envoient de l'argent à cette coalition. Pour des blessés, pour des familles qui ont perdu leurs proches dans cette crise. Est-ce que vous savez comment cet argent-là est dépensé? Vous avez une idée? La transparence n'y est pas du tout dans la gestion de ces fonds-là. Il y a des Togolais qui envoient de l'argent. Mais interrogez-les. Moi, je dis, je connais la diaspora. C'est parce que je n'en parle pas. Je connais la diaspora. Je connais la diaspora. Comment on envoie de l'argent à cette coalition? Comment ils ne vont-ils pas donc auprès des familles écoutez, ou des familles écoutez, difficilement ils vont essayer l'idée vont vers des familles. Quand il y avait eu un artiste qui avait été blessé entre-temps et tout ça, vous savez comment cet artiste... Le groupe des artistes engagés, le groupe des artistes dirigé par Rassali. Vous savez comment cet artiste a été traité par cette coalition? Vous savez comment on leur a donné? Si on leur donne peut-être 11 000, peut-être c'est trop. 11 000 francs CFA. Donc si les Togolais vont suivre des gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas en eux l'intérêt général, mais ça les regarde. Vous savez, on a marché dans ce pays parce qu'il y avait 9 députés qui avaient été renvoyés de l'Assemblée nationale. On a marché. Ils ont eu après gain de cause. On leur a donné des millions. Les 9 députés ont eu des millions. Ceux-là, vous, population de Bain, vous, population d'Agouin, vous, population de Lomé, du Togo, qui avez marché à l'époque, on vous a donné combien? Donc vous voulez marcher pour enrichir des gens, parce qu'on vous appelle encore marcher. Vous voulez marcher sous le chaud soleil, alors que des gens sautent des champagnes, sirotent du vin, s'amusent avec des brochettes. Alors que vous, un sachet de pureté, difficile pour vous de le trouver, et vous allez encore suivre des gens
Parce que quoi? Les gens parlent de sacrifice. On dit la lutte impopulaire, invincible. Que parce que les gens veulent du sang dans ce pays. Vous voulez sacrifier votre sang? Vous voulez donner votre sang? Pourquoi? Vous n'obtiendrez rien. Alors, s'il vous plaît, c'est comme moi je dis aux gens, si vous voulez suivre des leaders, c'est votre choix de suivre des leaders. Mais je vous donne un conseil. Suivez des leaders responsables. Des leaders qui vous aiment. Des leaders qui sont épris de l'intérêt général, de l'intérêt de votre avenir. Et même pas des gens qui cherchent beaucoup plus leur intérêt. Cette coalition-là, peut-être au départ, elle est un peu engagée, mais cette coalition aujourd'hui ne veut que son intérêt. Il y a deux personnes, je l'ai toujours dit, de cette coalition. Avec quand du moment où vous aurez ces deux personnes, vous n'obtiendrez rien. Vous imaginez? Je vais vous démontrer quelque chose de très banal. Très rapidement, Firmin. Quand j'ai suivi Éric Dupin un jour, sur les médias qui dit oh, Faure Gnassingbé a demandé à Yak de m'assassiner. Vous savez, la première question que je me suis posée, je me suis dit, Éric Dupin à quel âge? On dirait un Togolais qui cherche à faire attiquer. Vous savez ce qu'on appelle attiquer? Un jeune Togolais qui cherche à faire attiquer pour avoir des papiers pour aller en France. Alors que c'est un vieux retraité français, cette institution qui connaît un peu la France. Mais je me demandais l'âge qu'il avait à l'époque. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas vu en ces propos de la responsabilité. Parce que le leader, il est quoi? Il a senti sa vie mieux dans ses films. Oui. Et vous allez dire, Faure Gnassingbé a demandé à Yak de vous assassiner. Vous savez ce que vous mesurez la portée de ça? Même Tikpi Achidam ne peut pas dire ça. Tikpi Achidam, qui a beaucoup plus peur que tout le monde. Mais ceux-là que le pouvoir protège, c'est Éric Dupin, Jean-Pierre Fabre et autres. Et ils vont dire ça. Pourquoi? Pour susciter quoi? Et je n'ai pas vu de la responsabilité. Ceux-là qui prennent le devant de l'opposition aujourd'hui, je ne vois pas en eux de la responsabilité. Et c'est pour cela que le pays là-bas comme ça, vous savez, pour combattre le régime, il faut être clair. La première chose, il faut de l'amour, il faut de l'affection, il faut de la diplomatie. Si vous n'avez pas de l'amour, vous voulez combattre le régime avec de la haine, avec de la méchanceté, vous n'obtenez rien. Ceux-là qui ont fait la conférence nationale, qui ont voulu combattre le régime il y a des mois, dans les années 90, l'ont fait avec de la haine, de la méchanceté. Et voilà, 27 ans après, 28 ans après, le régime est toujours là. Les Togolais doivent savoir ce qu'ils veulent pour leur pays. Il y a des élections qui s'annoncent. S'ils veulent que le régime quitte, ils auront à se prononcer dans les urnes. Justement, Firmin Tekoh Agbo, pendant que d'autres réclament le retour à la Constitution de 1992 version originelle et également la non-candidature de Faure Gnassingbé en 2020, d'aucuns proposent qu'il y ait des réformes électorales profondes pour permettre une certaine transparence pour ce qui concerne les élections à venir. Et ces élections à venir, selon certaines indiscrétions, l'opposition comme le pouvoir se prépare déjà à participer à ces élections. Celui qui se prépare le plus, c'est le pouvoir. Unir s'implante dans les localités les plus profondes. Unir s'implante. Je vous dis, ceux-là qui... Je vais vous étonner. Peut-être vous allez me critiquer. Ceux-là qui font de la vraie politique dans ce pays, c'est le parti au pouvoir. Qui font de la vraie politique dans ce pays. Unir s'implante partout, sur tout le territoire togolais, unis s'implante de la façon la plus sérieuse. L'opposition s'amuse. Vous savez, je vais vous donner un exemple banal. En 2015, dans certains bureaux de vote dans la région maritime, l'opposition n'avait même pas de représentants. Sérieux? Sérieux? Même dans les localités acquises à l'opposition n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. À l'intérieur, mais on cherche, mais les représentants de l'opposition, on n'en trouve pas. Donc il faut qu'on aille chercher quelqu'un, peut-être quelqu'un dehors, pour dire, toi, c'est bien représenter l'opposition. Pour qu'on puisse parler de démocratie. Sans connaître quelle est la conviction politique. Quelle est la conviction politique de la personne. De la personne. Il y a plusieurs quartiers de l'intérieur, plusieurs localités de l'intérieur, où on cherche les représentants de l'opposition, on n'en trouve pas. Et cette opposition dit, elle veut gagner quelle élection? Vous savez, aujourd'hui, j'ai la réponse. L'opposition togolaise, c'est une la C14, a peur des élections. Parce qu'elle sait que si elle va aux élections, on va la battre. Ah bon? Bien sûr, parce que du moment de la manière la plus transparente. Écoutez, si on ne fait pas attention, dès les années à venir, si l'opposition ne se bat pas sérieusement, dans les années à venir, le régime va battre l'opposition de la manière la plus transparente. Et ce que moi je souhaiterais, c'est que la communauté internationale même vienne superviser les élections. Parce que l'opposition n'a pas de moyens techniques, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de ressources humaines pour couvrir tout le territoire. Pourquoi Jean-Pierre Fabre n'a fait que publier les résultats de la partie méridionale et les résultats de l'intérieur? Pourquoi Jean-Pierre n'a pas pu publier ces résultats-là?
Parce qu'on n'a pas eu d'opposants dans des bureaux de vote à l'intérieur. Parce que l'opposition n'a pas les moyens ou l'opposition ne voudrait pas bien s'organiser. L'opposition ne voudrait pas non plus bien s'organiser. L'opposition s'en fout. Pour l'opposition, hein, que ce régime-là soit là et qu'elle bouffe. C'est grave, c'est grave cette affirmation. Je l'ai dit, sur cette opposition-là, les gens ne voudraient pas que ce régime-là quitte le pouvoir. Ce régime leur profite. Sinon, selon vous, ils s'organiseraient mieux. Ils s'organiseraient mieux. Comment? Parce que si vous vous organisez sérieusement, au moins vous allez faire un effort pour que vous ayez des représentants dans tous les bureaux de vote. Et à partir de là, vous pourriez avoir tous les résultats et parler de transparence ou non. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Vous voulez critiquer les résultats de l'intérieur. Du moment où vous n'avez pas vos représentants, mais écoutez, c'est l'opposition la plus incroyable dans le monde. Cette opposition-là n'est pas sérieuse pour diriger ce pays. Unis se prépare sérieusement. Et quand vous voyez sur les affiches, on dit 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant. C'est maintenant. L'opposition, elle perd son temps. Peut-être faire de petites rencontres avec les fédérations, mais elle n'est pas sérieuse dans la préparation des élections. L'opposition, elle veut juste de la facilité. L'opposition ne parle même pas ouvertement des élections. De ces élections. Donc, elle veut juste galvaniser les gens pour appeler les gens à marcher du jour au lendemain. Pour l'opposition, il faut donc traiter de la question de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, faire les réformes selon l'esprit originel de la Constitution. Pour les élections, l'opposition n'en parle pas. L'opposition n'a pas, vous savez, l'opposition s'amuse, l'opposition veut juste du temps pour aller aux élections, qu'on l'appelle, puis du jour au lendemain, crier qu'il y a fraude, c'est tout. Et entre-temps, on a demandé également que la machine électorale soit suspendue. Oui, on va suspendre la machine électorale. Moi, je doute que le pouvoir peut suspendre la machine électorale, hein, parce que l'État fonctionne. Vous pensez qu'à la CENI là-bas, parce que la CENI ne sait pas encore toujours pas travailler? Moi, je pense que la CENI peut continuer pas à travailler. Parce que jusqu'à présent, la CENI ne sait pas encore prononcer. Parce que la CENI, c'est une institution indépendante. Il revient à l'État de travailler avec la CENI pour lui dire, nous voudrions que tu arrêtes le processus. Parce que la CENI ne peut pas... Ce qui a été dit au niveau du dialogue n'est pas comptable? Ce qui a été dit, la CENI, c'est une institution indépendante. Est-ce que vous avez déjà vu la CENI se prononcer sur le sujet? Vous savez, je vais vous dire ceci. Vous savez que depuis que le dialogue a commencé, il y a déjà 3 rencontres, non? Vous savez qu'au niveau du dialogue, on n'a pas encore parlé de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. C'est-à-dire aux séances du dialogue. On n'a pas encore abordé ce sujet. L'opposition s'agit, elle trompe seulement les gens, elle fait de l'intox. On n'a pas encore abordé ce sujet, candidature de Faure Gnassingbé en 2020. On n'a pas encore abordé ça au dialogue. L'opposition fait juste de l'interest. Peut-être au cours des rencontres bilatérales avec le facilitateur. Vous savez, le facilitateur, il leur dit quelque chose. Que lui ne peut pas, en tant que chef d'État, venir demander à un chef d'État de quitter le pouvoir ou de ne pas se représenter. Il n'est pas dans ça. Vous savez ce qu'on appelle la diplomatie? Les gens blancs. Vous savez, nous avons une opposition qui ne veut pas, qui veut juste que le pays soit comme ça, qui ne veut pas de la transition. Pour cela, je dis, en toute responsabilité, que cette opposition-là, c'est une béquille pour le pouvoir. L'ANC est une béquille sérieuse pour le pouvoir. L'ANC soutient ce régime-là, comme l'a fait l'UFC à l'époque. L'ANC soutient ce régime-là. L'opposition veut juste de la facilité. Elle veut juste soutient de façon volontaire ou les démarches, la méthode et tout ça. Je pense qu'il y a de la volonté dedans. C'est de façon volontaire. L'ANC, là, elle ne veut pas que ce régime-là quitte. Si les gens vont continuer par celui-là, c'est qui continue. Mais qui continue en choisissant l'ANC, ils choisissent le pouvoir en place. Vous savez, l'opposition veut juste de la facilité. Elle veut juste qu'on appelle, qu'on dise qu'il y a un gouvernement d'union nationale, qu'on gouvernement de transition. Gouvernement de transition, c'est oui, on l'a dit hier. Vous savez, moi, je souhaiterais que le pouvoir change de gouvernement et que tous ceux-là, ces opposants-là, qu'on les mette dans le nouveau gouvernement et qu'ensemble, que l'opposition prépare les élections. Là, ils auront un peu d'argent, parce qu'il y aura des ministres et autres, tout ça. Ils ont engagé des gens, ils auront un peu d'argent. Et avec le financement public et les campagnes, ils vont avoir à préparer un peu les élections. Donc vous êtes pour le gouvernement de transition? Non, pas le gouvernement de transition. J'ai dit un gouvernement d'ouverture. On peut les appeler. Que ce gouvernement, c'est de casse-chose. Mais l'opposition ne voudrait pas rentrer dans un gouvernement d'union nationale ou de mission. Tipi Achadam insiste sur la mise en place d'un gouvernement de transition sans même Faure Gnassingbé. Tipi Achadam voit quelque chose. Il voit quelque chose venir de l'eau. C'est vrai, il se dit, j'ai fait tout ça là, maintenant c'est comme ce sont ceux-là qui sont sur le territoire qui vont en profiter.
Donc, il ne voudrait pas. Il sait qu'à l'avenir... Il a d'ailleurs dit implicitement, on n'a pas fait tout ça là pour avoir des portefeuilles ministériels. Oui, on va avoir des portefeuilles. À l'issue de ça, pensez-vous que déjà des promesses de postes ministériels sont faites à l'opposition, à certains leaders de l'opposition? Non, peut-être même si ça n'a pas été fait, mais c'est l'avenir. À l'avenir, c'est ce qui va se faire. Vous savez que quoi, les gens vont se battre pour... Vous savez, quand vous êtes père de famille et que vous êtes un politicien au Togo, mais quand vous n'avez pas souvent des postes, vous allez vivre comment? Les Antoine-Folie vont vivre comment? Ils ont fait leur faire. Après ce qu'ils ont fait au ministère et qu'on leur reproche aujourd'hui. Les gens, vous allez vivre comment? Donc les gens aujourd'hui souhaitent qu'il y ait un gouvernement. Ils souhaiteraient faire partie d'un nouveau gouvernement. C'est pour ça qu'ils se battent. Pourquoi? C'est pourquoi non, écoutez, arrêtez ça. Fimet Teko Agbo, la rue va gronder, c'est ce que promet la C14, mais vous estimez que, ma question à vous, est-ce que la rue peut encore aujourd'hui faire assez de pression sur le pouvoir? Non, assez de pression, non. Vous savez, on va appeler les gens vont peut-être sortir, mais pas comme au 19 août. Les gens vont sortir, il y aura des Togolais qui vont sortir. Mais il y a beaucoup de Togolais qui s'appellent. Signe de déception peut-être? Oui, il y a beaucoup qui sont déçus. Parce que, qu'est-ce qu'on leur dit depuis dans des émissions de vendredi? On leur dit, votre démarche là ne vous mènera nulle part. Les gens ont marché pendant des mois. Ils sont morts. Des gens ont été emprisonnés, tout ça. Ils ont obtenu quoi? Rien. Mais la crise a profité à qui? La crise a profité à deux entités sérieuses. La crise a profité à UNIR, la crise a profité à l'opposition. La crise a profité à UNIR parce qu'elle permet à UNIR maintenant de se restructurer. 4 congrès en 4 mois, UNIR a des démembrements et UNIR maintenant se prépare activement pour les élections à venir. L'opposition, ça lui permet d'avoir un peu de sous, de s'enrichir, mais la crise a appauvrit la population qui marche. Les gens qui marchent, la crise les a appauvris, mais au contraire, elle a fait beaucoup plus de bien et au pouvoir et à l'opposition. Eh bien, Fimet Teko Agbo, depuis hier, je crois, Asiba Johnson du REJAD est donc inculpé pour publication de fausses nouvelles, incitation au génocide, portant bien sûr sur un rapport que cette organisation de la société civile a publié. Vous savez, je me dis juste une chose. Bon, ensuite, ces conditions les gens disent qu'il a été enlevé, tout ça. Bon, je ne vais pas trop me prononcer parce que je ne maîtrise pas trop la donne. Je ne maîtrise pas trop la donne. Je pense qu'entre-temps, j'avais lu sur les réseaux sociaux, on avait dit que son portable, on l'appelait son portable, son nez inaccessible. Donc je ne maîtrise pas trop ça. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais je voudrais me prononcer sur le fond du sujet. Il dit, il a publié un rapport, 100 morts. 100 morts. 100 morts. Est-ce que vous avez vu déjà dans les chiffres officiels, 100 morts? 100 morts, c'est grave. Je me demande s'il peut prouver tous ces 100 morts-là. Je me demande s'il peut prouver tout. Mais c'est un rapport qui a été publié publiquement. Oui, c'est lui. Mais quelqu'un peut dire ça. Mais 100 morts, est-ce qu'il peut prouver ça? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Et vous devez savoir une chose. Les images de guerre qu'on nous montre, que les chaînes internationales nous montrent, ce ne sont pas toutes les images qui nous montrent. Et ce ne sont pas tous les chiffres qu'ils nous donnent. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y avait combien de morts? On avait dit 3000 morts à l'époque. Mais en réalité, les gens savaient que ça dépassait 3000 morts. Mais les Nations Unies ont retenu 3000 morts. Pourquoi on fait ça? On ne veut pas choquer la conscience humaine. Et le gouvernement, vous savez, quand vous êtes défenseur des droits de l'homme, quand vous êtes journaliste, vous devez avoir des sources. Parce que vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas des indicateurs et des appareils pour détecter si cette personne est morte ou non. Vous ne pouvez pas. Écoutez, si vous allez sur une manifestation, sur une manifestation, et vous voyez que des gens sont... Vous voyez, c'est vous, hein, vous voyez que des gens, peut-être 10, 3, 4 personnes sont mortes. Et vous notez ça. Et peut-être de là-bas jusqu'à la mort, on dit, peut-être 4 personnes sont réveillées après. Alors que vous avez donné déjà fausses nouvelles, publication de fausses nouvelles. Vous pensez que Johnson Asiba et son organisation manquaient de la prudence dans la publication? Ils ont manqué. Moi, je pense qu'ils ont manqué. Je ne connais pas leurs sources parce que ils n'ont pas dit de sources gouvernementales, ils n'ont pas dit de sources policières, ils n'ont pas dit de sources médicales. Il n'y a rien de tout ça. Ils ont parlé de fausses communes. Mais est-ce qu'ils peuvent prouver les fausses communes? Parce que quand vous lisez leur rapport, vous ne voyez aucune image de fausses communes. Hein. Est-ce qu'ils peuvent prouver? S'ils peuvent prouver, moi je dis... Sur les réseaux sociaux, d'aucuns posaient la question de savoir si cette organisation a une vidéo, a des photos.